On a beaucoup parlé de vos voyages, on va parler un petit peu aussi de votre métier, de vos secrets de fabrication, si on peut le dire comme ça, avec la question de Vincent. Quel est votre processus ou routine d'écriture? Est-ce que vous écrivez en musique, dans un lieu public ou dans les transports? J'aime bien écrire chez moi, déjà. J'écris, mais je peux écrire un petit peu partout. Il faut qu'il y ait deux conditions qui soient réunies, le silence et le calme. Voilà. Donc, pas de musique et pas de lieu public. Il m'arrive de travailler dans le train, et ça c'est uniquement quand je suis en retard sur quelque chose. Et nécessité fait loi, comme on dit. Mais sinon, c'est vraiment... Ça peut être dans un hôtel, ça peut être chez des amis, ça peut être n'importe où, mais il faut vraiment qu'il y ait du silence et du calme. Et après, je sais que j'ai des amis qui écrivent, et qui écrivent dans les cafés, qui ont besoin d'entendre du bruit, de voir des gens, enfin voilà. Mais c'est pas mon cas. Faites la distinction entre silence et calme. Oui, oui, parce que imaginons une foule qui s'agite silencieusement, ça va me déranger, en fait. Voilà. Êtes-vous plutôt architecte ou jardinier? Alors, sais-tu ce que signifie... Non. Bon, c'est une manière de ranger les écrivains dans deux grandes catégories, parce que ça ne veut pas dire que je construis les plans de ma maison ou que je fais pousser mes radis. Hein. Mais ça veut dire que pour imaginer un livre, pour créer un livre, il y a deux manières principales de s'y prendre. La première, c'est celle de l'architecte. L'architecte, il va construire son roman à l'avance et il va faire un plan. Et puis il va écrire en suivant ce plan et voilà. Et le jardinier, lui, un peu comme quelqu'un qui fait pousser une plante, il a une idée de départ. Et ensuite, il ne sait pas exactement où ça va le conduire et il écrit son roman au fur et à mesure. Comme une plante qui pousse. Alors, tu t'en doutes, personne n'est jamais complètement architecte et personne n'est jamais complètement jardinier. Il y a toujours un moment donné où on réfléchit quand même à un petit peu ce qui va se passer, et puis quand on est architecte, on se laisse surprendre par des choses qu'on n'avait pas prévues. Et moi, je ne sais pas, votre avis par rapport à ce que j'ai dit du voyage, vous me rangeriez dans quelle catégorie plutôt? Jardinier. Architecte. Ah, les avis sont partagés. Je suis plutôt architecte parce que, rappelez-vous, comment je prépare mes voyages? Est-ce que je prépare mes voyages? Oui. Ouais. Le jardinier, le voyageur jardinier, lui, il dirait « Ah tiens, j'ai envie de découvrir le Cambodge ». Il prend un avion pour le Cambodge et une fois qu'il débarque à l'aéroport, il dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Moi, je suis plutôt dans le plan, mais après, j'aime me laisser surprendre quand j'écris par des choses que je n'avais pas prévues. Et là, dans le livre des étoiles, par exemple, il y a deux personnages qui deviennent importants et qui n'étaient pas du tout prévus dans mes plans. Mais ils sont arrivés comme ça en cours d'écriture et je me suis laissé surprendre, je me suis laissé embarquer par ces profils. Et alors, c'est une question qu'on n'avait pas retenue, mais du coup, on peut peut-être la poser quand même. Quand vous étiez au Pakistan, donc, vous aviez anticipé pas mal de choses, mais après, une fois sur place, comment ça s'est passé, la vie concrètement? C'était au jour le jour ou c'était... Alors, c'était un peu au jour le jour, avec quand même un petit programme. Mais le principal... la principale difficulté, c'est que la région où nous faisions nos recherches, dans cette région-là, les gens, eux, sont des jardiniers complets. C'est-à-dire que, déjà dans la manière qu'ils ont de parler, dans leur propre langue, il y a un temps qui signifie le présent, un temps qui signifie le passé proche, genre hier,
un temps qui signifie le futur proche, demain, et puis après des temps qui décrivent l'indéfini. Par exemple, à partir de après-demain, que ce soit après-demain ou dans 10 ans, c'est pareil. Donc dans ces conditions, c'est très compliqué, par exemple, de prévoir, de dire, bon, on a besoin que notre matériel soit amené en Jeep à tel endroit, rendez-vous lundi, voilà. Et alors là, il y a deux problèmes qui se posent. C'est que si lundi, c'est pas demain, il va rien se passer. Mais par contre, comme ils veulent toujours être gentils, ils disent oui, même s'ils savent que c'est non. Donc au début, le lundi, on attendait et personne ne venait. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il ne fonctionnait pas comme ça. Et donc il était très difficile de prévoir, de programmer des choses, ou alors il fallait les faire nous-mêmes sans aide extérieure. Et d'ailleurs, on avait reçu un surnom de la part affectueux de la part des gens. Ils nous appelaient les Dangerous Men, les hommes dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on voulait toujours faire quelque chose. Et pour eux, non. Il faut laisser les journées, il faut laisser Dieu faire les choses, souvent à notre place. Il y a une sorte de nonchalance par rapport, de résilience totale par rapport aux jours qui passent. Donc on a passé beaucoup d'énergie à obtenir des choses sur place. Et vous aviez appris la langue? Bien obligé. Bien obligé. L'anglais suffisait pas, j'imagine. Non, ça suffisait uniquement auprès des personnes un peu cultivées. C'est ce que je raconte dans mon livre, dans Des pas dans la neige, notamment des représentants de l'aristocratie locale. Il y a encore des princes dans cette région du monde. Et un vieux prince qui parlait relativement bien anglais, mais qui était un petit peu déconnecté, puisque quand il a su qu'on était français, il nous a demandé des nouvelles de notre président Pompidou. Voilà, qui n'est plus président depuis... je n'ose le dire, mais depuis le début des années 70, je dirais. Voilà. Donc, une déconnexion. D'ailleurs, voyager dans cette région du monde, ça permet aussi de revenir un petit peu, de revenir à la modestie. Parce que il y a pas mal de gens qui ont là-bas, qui ont entendu parler de la France, mais pour eux, la France, c'est un quartier de Londres. Voilà. Tous les étrangers sont appelés les Inglisi, les Anglais, et les Français, c'est les habitants d'un quartier de Londres. Voilà. Bon, c'est pas grave. Avez-vous de nouveaux projets et y en a-t-il que vous aimeriez mettre en route mais qui n'ont jamais pu voir le jour, faute de temps ou parce que l'idée n'est pas mûre? Il y a beaucoup de projets que j'ai mis de côté ou que j'ai abandonnés parce que j'ai pas assez de temps pour les faire. Mon problème, c'est jamais les idées, c'est le temps et c'est l'énergie pour les écrire. Et là, ces derniers temps, je me suis un petit peu détourné de la littérature jeunesse. Mon dernier livre en date, c'est le manuel de survie en cas d'apocalypse. Et j'ai écrit 2 romans adultes, 2 romans de littérature adulte, bon, un qui sort aujourd'hui. Et là, je suis en train d'écrire autre chose. Je me suis lancé dans le scénario d'une bande dessinée jeunesse. Voilà. Donc encore une autre manière de raconter des histoires. Mais bon, c'est pas prévu pour avant un bon moment, parce que c'est très lent, très long et très lent la BD. On a le droit d'en savoir un petit peu plus sur ce projet, sur avec quel dessinateur vous allez travailler? Le dessinateur n'est pas encore choisi. Pour l'instant, je dois rendre un scénario pour juin. Ça sera un diptyque. Un diptyque, c'est une histoire en 2 parties. Donc il y aura deux volumes. Et ça va s'inscrire dans une collection qui s'appelle Frisson,
Donc c'est quelque chose qui est destiné à faire frissonner les lecteurs. Et moi j'ai choisi un angle un petit peu avec des extraterrestres, quoi. La quête d'Eliwen de Pierre Bottero a été adaptée en bande dessinée et bientôt en série d'animation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été proposé, les Maîtres des Brisants en animé ou en manga par exemple? Alors moi on ne m'a jamais rien proposé. Voilà. Alors soit mon éditeur est nul, soit je ne figure pas dans ses priorités de ce côté-là. Mais on ne m'a jamais rien proposé et c'est pour ça que là je suis content de faire ce projet-là. C'est un projet, c'est pas une adaptation, c'est vraiment un projet original, une création, et ça c'est pour un autre éditeur qui est venu me demander, voilà, qui lui me l'a proposé. Et la bande dessinée, c'était ce qui vous inspirait le plus plutôt que du manga ou une série d'animation? Eux, tout simplement, de série d'animation, c'est quelque chose de très différent. C'est un autre univers sur lequel je n'ai absolument pas de prise. Et la bande dessinée, c'est tout simplement l'éditeur qui m'a contacté. Lui, fait de la bande dessinée, on va dire, de type classique, quoi, de type franco-belge. Même si on est en train de chercher un dessinateur qui ne donne, dont le style, ça ne sera pas du style manga, mais plutôt un style comics, un style un peu dynamique, un peu comics. Alors, c'est nos lecteurs de manga qui vont être déçus du coup. Et oui, mais les dessinateurs les mangaka n'ont pas besoin d'auteurs français pour écrire leurs propres histoires, donc c'est pas. Voilà. Vous êtes un lecteur de manga? Alors je l'ai été au début, quand il n'y en avait pas énormément, et maintenant il y en a beaucoup trop. Donc voilà. Moi les mangas que j'avais adorés, mais alors du coup ça doit être des vieux mangas, c'était 20th Century Boys, c'était Monster, c'était des séries très chouettes, il y a aussi bien sûr Akira, Appleseed. Qu'est-ce que j'avais aimé aussi? Vagabond, j'ai bien aimé. Voilà, enfin bon, après j'ai décroché parce que c'est interminable. Est-ce que vous choisissez vos couvertures et est-ce que vous avez le droit de refuser si elles ne vous plaisent pas? Ah, c'est intéressant. Je pense ça parce que j'ai toujours avoir quelque chose à montrer. Ça vous le savez peut-être pas, mais dans un livre, il y a 4 choses importantes qu'un auteur ne choisit pas. C'est quoi? Les 4 couvertures. C'est 4 choses que l'auteur ne choisit pas. Il y a donc la couverture, ce qui répond en partie à ta question, puisque l'éditeur n'est même pas obligé de proposer une couverture à l'auteur, il peut l'imposer sans l'avis de l'auteur. Généralement, il ne le fait pas parce qu'il est gentil avec l'auteur. Son objectif, c'est que l'auteur reste chez lui si le livre marche. Mais il ne choisit pas la couverture, l'auteur. La deuxième chose que l'auteur ne choisit pas, c'est le résumé de 4e de couverture. C'est l'éditeur qui le fait. Ensuite, il y a, on va dire, tout ce qui est format, prix, enfin tout ce qui est la fabrication du livre. Et puis, plus surprenant, la 4e chose, est-ce que vous avez une idée de ce que l'auteur ne choisit pas? Le titre. L'auteur propose un titre, mais si l'éditeur veut en changer, il le change. Exemple. Alors, est-ce que j'ai un exemple ici? Eh ben non, parce que c'est les Maîtres des Brisants. Les Maîtres des Brisants, ça n'est... Ah ben si, tout simplement, voilà. Là, A comme association. Ça ne devait pas s'appeler A comme association. Ça devait s'appeler l'association. Mais il y avait à l'époque un éditeur qui s'appelait l'association. Et mon éditeur, notre éditeur, n'ont pas voulu créer de confusion. Et donc, ils ont eu cette idée. C'est une bonne idée parce qu'elle permet graphiquement quelque chose de sympathique, de mettre A comme association. Pourquoi tout ça, l'auteur ne le choisit pas?
couverture, titre, quatrième de couverture, format, prix et tout ça. Quelle est la caractéristique commune de tout ça? Tout ce dont je viens de parler, c'est quoi? Le plus visible. C'est l'extérieur du livre. Et à quoi il sert l'extérieur du livre? À part attirer. À donner envie au lecteur de lire. Exactement, à donner envie au lecteur de lire, et avant ça, au lecteur d'acheter le livre dans une librairie. Et ça, c'est pas le métier de l'écrivain. L'éditeur considère à juste titre que c'est pas son métier, et que lui, c'est mieux que l'auteur, ce qui peut attirer le lecteur. Sachant que l'éditeur joue dans la même équipe que l'auteur. Hein, il n'est pas là pour couler le livre. Lui, son intérêt, c'est d'en vendre le plus possible. Par contre, une fois qu'on ouvre le livre, qu'on est à l'intérieur, et alors là, tout change. C'est-à-dire que l'éditeur, si moi je mets un mot qui n'existe pas, il n'a pas le droit de l'enlever. Si je fais une faute d'orthographe, il n'a pas le droit de la corriger si je ne suis pas d'accord. Généralement, je suis d'accord. Mais dans le cas extrême, si je n'étais pas d'accord, il ne pourrait pas. Parce que tout ce qui est à l'intérieur, ça appartient à l'auteur au titre protégé par la loi du droit moral. Ça s'appelle le droit moral d'une œuvre. Et quelque chose d'amusant, c'est qu'il existe un métier qui est celui de correcteur, quelqu'un qui corrige les livres des écrivains, il corrige l'orthographe, il corrige un petit peu tout, parce qu'il ne faut pas croire qu'on ne fait pas de fautes et qu'on ne fait pas d'erreurs de français. Donc il y a des gens très pointus qui corrigent ou qui relèvent les trucs. Et toujours, ils utilisent, pour nous renvoyer le manuscrit, du crayon à papier. Pourquoi crayon à papier? J'aime autre chose. Ben oui, c'est parce que si on n'est pas d'accord, on gomme. Voilà. C'est toujours l'auteur qui a le dernier mot. Ça peut faire rêver des collégiens, mais voilà. C'est comme ça. Et là, du coup, sur cette couverture du livre des étoiles par rapport à la nouvelle, est-ce que vous avez une préférence déjà? J'ai aucune préférence. Je m'interdis d'avoir des préférences, justement parce que je n'ai pas le choix, en fait. Mais j'aimais bien celle-là parce que c'est l'historique. Mais j'aime bien la nouvelle aussi, je la trouve très chouette. Il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Le Cadéar le sorcier qui est représenté sur cette couverture, depuis toujours, quand on regarde la description dans le livre, à aucun moment je dis qu'il est barbu. Or, le sorcier est barbu sur la couverture. Et alors je me suis dit, tiens, c'est amusant, pourquoi est-ce qu'il m'a mis une barbe, l'illustrateur? Et puis un jour, j'ai rencontré l'illustrateur au cours d'un salon, James Prunier. Et ben, si vous voulez savoir à quoi ressemble l'illustrateur, c'est exactement sa tête. En fait, il s'est amusé à se mettre, comme c'était un vieux rêve d'être magicien, il s'est mis à la place de mon sorcier. Voilà. Des petits trucs amusants. Vous avez quand même un petit peu votre mot à dire sur les couvertures? Oui mais non, en fait, pas vraiment. Je donne un exemple, par exemple là, cette couverture, qui est jolie, mais j'ai dit dès le départ, cette couverture me gêne parce que elle fait croire qu'il s'agit d'un livre qui se passe à la préhistoire. Avec la peau, alors il y a vraiment une peau, enfin tout est exact, mais je trouvais que ça faisait trop un peu rahan, ça faisait trop personnage un peu préhistoire, alors que c'est de la fantaisie, c'est de l'heroic fantasy.